Donc le projet Oasis, effectivement, c'est un projet qui a été engagé, à Paris par la ville dans le cadre de sa stratégie résilience qui, est un programme qui, à travers un grand nombre d'axes, envisage la façon de faire face aux changements à venir et aux risques majeurs auxquels la ville va être confrontée. Et dans ce programme, il y avait notamment un axe qui permettait de travailler sur la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain en créant des îlots de fraîcheur dans les cours d'école. Et donc, à travers cette idée, a été identifié les cours d'école comme l'équipement public qui avait le plus fort maillage sur le territoire parisien. Et donc, il a été décidé de travailler sur les cours d'école pour engager cette stratégie de création d'îlots de fraîcheur urbain. Et puis aussi tout un maillage de biodiversité, tout un maillage de désimperméabilisation de la ville. Donc, effectivement, les grands axes du projet des cours d'école Oasis, les éléments indispensables dans le projet, c'est la question du travail sur les sols, la question de la gestion de l'eau pluviale et puis les enjeux de développement de la végétation pour répondre aux objectifs du plan biodiversité de la ville de Paris. Donc, il y a plusieurs façons de répondre à cet objectif. Il y a un volet désimperméabilisation et variation de la nature des sols, à la fois pour justement travailler sur cette question de la gestion des eaux pluviales, permettre à davantage d'eau de s'infiltrer. C'est un enjeu fort pour la ville de Paris puisque les réseaux de gestion des eaux pluviales sont complètement saturés. Il y a vraiment un souci majeur sur cette question. Et puis, c'est aussi un axe important dans la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain, cette désimperméabilisation des sols pour permettre aux sols de conserver plus de fraîcheur pendant les événements caniculaires. Et donc, la désimperméabilisation des sols, elle répond aussi à un deuxième objectif qui est d'offrir des sols avec une plus grande diversité, plus meubles, plus maniables, qui vont permettre de répondre aux usages des enfants, qui vont leur offrir une autre expérience aussi, plus ludique dans la cour. Donc là, vous avez une petite mosaïque de typologies de matériaux qui peuvent être mis en œuvre, avec à la fois des sols durs pour maintenir des activités, sportives, ou voilà, actives mais qui peuvent être, plus ou moins perméables, peuvent offrir plus ou moins de degrés de perméabilité et puis des sols plus meubles qui vont avoir des qualités amortissantes, qui vont permettre des activités plus ludiques, heu, mais tout en permettant aussi, une mobilité active, pour les enfants. L'autre enjeu, c'est vraiment, de travailler le développement de la végétation, de reconnecter les enfants avec, des espaces de nature dans ces cours d'école, avec une biodiversité qui va être adaptée à ces espaces puisque elle est soumise à une pression assez forte. La problématique qu'on a dans les cours d'école parisiennes, c'est qu'elles sont comment dire, elles sont majoritairement assez petites. On n'a pas beaucoup d'espace, donc il y a une forte tension. Le nombre de mètres carrés par enfant est assez limité, mais ça n'empêche pas de créer des espaces de biodiversité assez généreux, qui sont plus ou moins mis à distance des enfants pour leur laisser le temps de se développer. Donc il y a des systèmes de protection qui sont mis en place, mais qui peuvent être retirés une fois que la végétation s'est bien installée. L'idée, c'est vraiment d'offrir un contact un peu direct, de pas trop cloisonner les espaces de la cour et de permettre aux enfants d'évoluer dans un espace plus naturel. La question de l'eau, je vous le disais, il y a un enjeu de gestion des eaux pluviales, un peu à l'échelle macro pour la ville. Il y a aussi un enjeu de traiter l'eau, à l'échelle de la cour pour, la rendre plus ludique notamment, mais aussi pour, travailler la dimension pédagogique en fait. Donner à voir cet écoulement de l'eau, son circuit aux enfants pour, qu'ils comprennent, aussi sa valeur, qu'ils l'aperçoivent comme une ressource et non pas comme un déchet. Et donc, pas mal d'aménagements en lien avec cette question de la gestion de l'eau qui va aussi être traité de façon à être au maximum conservé dans les cours d'école sur la parcelle. On essaye maintenant de complètement déconnecter ces cours d'école du réseau d'eau potable, du réseau pardon, d'évacuation des eaux pluviales, pour qu'elles soient utiles à justement l'alimentation en eau des végétaux qui sont installés dans la cour. Et créer aussi dans ces cours d'école des espaces
différenciées en fait, hein, qui vont permettre, une cour plus inclusive, une cour qui va, offrir, de la place à tous les enfants, avec des espaces plus calmes, des espaces plus actifs, des espaces de regroupement, des cachettes aussi, les enfants sont très en demande de ce type d'espace. Des espaces sportifs qui peuvent prendre des formes, différentes, qui vont permettre aussi aux enfants de tester leurs limites, de développer leur mobilité dans la cour d'école. Et donc, ces projets de cours, d'école, on les développe au maximum dans le cadre de démarches de co-conception, puisque l'enjeu, c'est vraiment de travailler avec les usagers. Chaque cours, en fait, il y a des grands principes, comme je viens de vous les présenter, mais il n'y a pas vraiment de recette toute faite. Chaque cours est un projet à part entière et l'enjeu, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble de la communauté éducative dans ce projet, les enfants, les enseignants, le personnel du périscolaire, mais aussi les agents d'entretien, les professionnels de la ville de Paris qui vont assurer la transformation de ces cours d'école, mais aussi ceux qui vont assurer sa gestion, puisqu'il y a vraiment un changement de pratique assez fondamental pour tout le monde, à la fois pour les usagers, mais aussi pour les gestionnaires, avec cette nouvelle philosophie de cours d'école, mais on pourra peut-être en rediscuter. Donc, on travaille, nous, toujours d'abord avec les enfants pour partir de cet usage, enfin cet enjeu prioritaire que sont les besoins des enfants. On les questionne sur les pratiques qu'ils ont dans la cour, on les fait mener leur propre diagnostic, ils travaillent aussi, ils conduisent des enquêtes, et puis on les sensibilise aux enjeux qui fondent le projet, les questions de changement climatique, de biodiversité, de phénomènes d'îlots de chaleur urbain, de gestion de l'eau, pour qu'ils comprennent pourquoi on amène toutes ces transformations dans la cour. Et ensuite, une fois qu'ils ont mené enfin, qu'ils ont compris ces enjeux, qu'ils analysent les espaces, qu'ils mènent leur diagnostic, qu'ils identifient où ils ont chaud, où ils sont bien, où est-ce qu'ils pratiquent le sport, etc., où est-ce qu'ils se reposent, ils peuvent travailler à la définition d'un projet qui va servir de base, ensuite à la discussion avec les adultes. Et donc c'est à partir des projets des enfants qu'on ouvre ces propositions à l'ensemble de la communauté éducative, aux parents d'élèves, etc. Et donc, c'est à partir des propositions des enfants qu'on engage une discussion avec les adultes de l'école et puis aussi les professionnels de la ville de Paris. Donc, ça se passe en parallèle. On a des rencontres, des ateliers réguliers avec la communauté pédagogique pour resserrer les scénarios issus des propositions des enfants. Et puis, on fait des allers-retours avec les services techniques et gestionnaires pour introduire aussi dans le projet toutes les contraintes financières, techniques, et elles sont nombreuses sur nos routes parisiennes. On a des gros sujets de sous-sol, de qualité des sous-sols, avec des sols de piètre qualité, puisqu'on a beaucoup de sites d'anciennes carrières. On a des sujets assez importants aussi de pollution des sols. Donc tout ça, c'est des données qui viennent aussi, enfin, avec lesquelles il faut composer pour construire ces projets de cours oasis. Donc une fois qu'on a introduit tout ça, on arrive à des préconisations, et c'est sur cette base que les services techniques peuvent rédiger les cahiers des charges et lancer la consultation des entreprises. Alors, on n'a pas de maîtrise d'œuvre externe à la ville de Paris. Les services de la ville gèrent la maîtrise d'œuvre toujours en interne, enfin, dans quasiment tous les projets. Parfois, ils s'appuient les compétences d'AMO sur des champs un peu spécifiques, quand il y a des problématiques voilà, un peu particulières à traiter, mais en général, c'est quand même majoritairement géré en interne. Par contre, les travaux sont menés par des entreprises qui sont attributaires d'un accord cadre dédié à ces cours, à ces cours d'école Oasis. Alors, quelques exemples de mise en œuvre. Donc là, vous avez un exemple assez frappant, puisque ce sont une cour maternelle et une cour élémentaire qui sont contiguës. Et donc, la maternelle a été transformée et l'élémentaire pas encore. Et elle l'est aujourd'hui. Et c'était intéressant parce qu'il y a une sorte de. C'est une cour qui est. Enfin, il y a une terrasse qui donne sur ces deux cours, donc on pouvait observer aussi depuis cette terrasse le fonctionnement des deux récréations. Et on voit que vraiment cette transformation des cours d'école, elle intègre, enfin, elle induit un changement des pratiques assez frappant dans l'usage que les enfants en ont. Et donc, observer une récréation dans la cour de droite et dans la cour de gauche euh, montre à quel point on a une vraie, par exemple, réduction du son, de l'ambiance sonore de la cour. Il y a une récréation beaucoup plus calme dans la cour transformée. Par rapport à la cour traditionnelle en asphalte. Les enfants, quand ils arrivent dans cette cour-là, tout de suite, ils se répartissent dans tout l'espace. En fait, ils investissent tous les sous-espaces.
alors que, dans la cour, traditionnelle, ils restent plutôt regroupés, au centre pour, des jeux de ballon ou des pratiques un peu actives. Enfin voilà, c'est un exemple de réalisation. Alors, vous avez sous les yeux plutôt des réalisations de la nouvelle vague, parce qu'il y a eu aussi un grand changement dans la philosophie des cours Oasis. Je suis pas trop revenue dessus, mais parce que c'est un peu derrière nous maintenant. Mais au départ, on avait une approche qui restait assez technique, puisque les entrées de base, c'était les entrées qui avaient été définies par la stratégie de résilience. Donc, c'était vraiment la question là des imperméabilisations, mais avec des réponses souvent de sols un peu innovants, de sols poreux, etc. Depuis, on a complètement arrêté ces solutions-là qui ne sont pas très, satisfaisantes à bien des égards pour les cours d'école. Donc maintenant, on traite plutôt, cette désimperméabilisation par un rapport entre, sol perméable et sol imperméable et ruissellement des eaux vers les zones plantées, vers les zones en pleine terre, plutôt que, mise en place de ces sols type, béton drainant ou enrobé drainant qui, n'ont pas donné satisfaction dans les cours où ça a été mis en œuvre. Alors voilà, quelques autres exemples de mise en œuvre. On essaye aussi d'amener de la topographie dans ces cours d'école, d'amener du relief. Ça, c'est vraiment un enjeu assez fort aussi. Les cours traditionnels, elles étaient vraiment plates. Donc, il y a un enjeu aussi à permettre aux enfants de voilà, créer de la surprise, explorer leurs limites. Donc, c'est vraiment un autre métier, en fait, hein, de concevoir ces cours. Il y a un vrai projet paysager à mettre en œuvre pour les transformer. Voilà, encore quelques images. Je vais passer vite. Donc, voilà, les enjeux qui guident vraiment ces mises en œuvre, c'est, une meilleure occupation de l'espace, offrir, une grande diversité d'usages pour les enfants, des jeux de grimpe, de manipulation, de cachette, de regroupement, d'espace calme. Voilà, apporte vraiment un apaisement du milieu scolaire, tant sur le temps de la récréation que sur les temps d'enseignement, hein. Les enseignants vraiment, nous font ce retour d'expérience-là. Les enfants, quand ils retournent en classe, ils sont, beaucoup plus calmes et sereins et disposés à entrer dans les enseignements. Les jeux plus mixtes aussi, ça c'était un sujet, un point d'entrée, d'introduire davantage de mixité dans la pratique de ces cours puisque, ce qu'on observe dans les cours traditionnels, c'est que, bah, l'espace central, la zone active est vraiment, occupée majoritairement par les garçons et les filles sont souvent reléguées sur la périphérie. C'est vraiment, très vrai en élémentaire et c'est là que la transformation en cours Oasis apporte le plus de changements. En maternelle, c'est moins frappant puisqu'il y a plus de mixité quand même dans les pratiques des enfants et puis au collège, la transformation Oasis produit moins d'effets parce que la question du genre, est plus ancrée en fait dans la séparation des genres dans les pratiques des collégiens donc voilà. Puis les transformations de cours sont moins radicales aussi, dans les collèges que dans les élémentaires. L'idée aussi d'avoir des aménagements qui vont pouvoir être support de plusieurs usages, hein. Vous avez l'exemple là d'une bordure qui peut aussi être un jeu d'équilibre, voilà, des détournements un peu ludiques de certains aménagements et puis, cette question de la prise du risque aussi qui est un peu au centre de la transformation des cours d'école. Alors, il ne s'agit pas réellement d'une prise de risque, il s'agit plutôt de la fin d'une logique de risque zéro, c'est-à-dire que, on ne veut pas des cours qui soient, complètement lisses et dénués de tout intérêt ludique. Il faut que les enfants puissent aussi tester eux-mêmes leurs limites, expérimenter, apprendre à évoluer dans un environnement qui va un peu se transformer et dans les cours complètement normés tels qu'elles existent aujourd'hui, il n'y a pas cette marge-là. Donc il faut, apporter, suffisamment d'éléments pour que les enfants, bien sûr, ne se mettent pas en danger, mais puissent sentir, eux, ce goût un peu de l'apprentissage du risque dans leur pratique. Des lieux de rassemblement, ça c'est vraiment un enjeu fort, dans la programmation des cours Oasis, j'en ai parlé. Ça va permettre aussi de développer de nouvelles pratiques pédagogiques, ça va permettre de développer des pratiques de classe en extérieur, par exemple. Et je pense que pour vous dans les écoles de La Réunion, quand il fait vraiment très chaud dans les bâtiments scolaires, ça peut être, un enjeu fort aussi. De la place donnée aux jeux libres, à l'imaginaire, je vous parlais tout à l'heure des cabanes, il y a aussi pas mal de supports d'expression, voilà, la possibilité d'apporter aussi des marquages. Voilà, un peu un tableau, rapidement brossé, quelques retours d'expérience,
puisqu'on est maintenant à une centaine de cours d'écoles qui sont transformés à Paris. Donc voilà, il y a eu des réussites et puis des projets moins bien, moins réussis. Donc on continue à travailler, à améliorer la méthodologie, à faire évoluer le projet. Il y a à peu près 700 cours d'école à transformer à Paris. Donc l'objectif des élus, c'est de transformer l'intégralité des équipements scolaires. Donc on a quand même encore un peu de pain sur la planche. Donc l'entrée de base, c'est vraiment de commencer le projet avec les écoles qui sont motivées pour s'engager dans le projet, parce que ça va tout changer, en fait, l'engagement des équipes. C'est un vrai partenariat à installer, en fait, entre le gestionnaire de l'équipement et les usagers. Et puis, du coup, avec ces équipes motivées, vraiment accompagner toute l'appropriation post-chantier. En fait, la vie de la cour Oasis, elle démarre vraiment après le chantier. Il y a la phase de conception est importante, mais c'est la phase post-livraison qui est centrale. Et c'est important de réfléchir avec l'équipe à comment on va pouvoir l'outiller pour rendre les usagers vraiment acteurs de la gestion de ces espaces, comment ils vont pouvoir vraiment se sentir en responsabilité finalement de la petite maintenance, enfin, de la vie quotidienne de ces espaces. Et puis les gestionnaires aussi, toute une logique nouvelle, puisque c'est des espaces vivants qu'ils livrent. Donc voilà, avant, quand on faisait un sol en asphalte, on livrait et puis on n'y revenait plus pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est des espaces vivants, donc il va falloir continuer à les maintenir, à les faire vivre, à les voir se transformer. Donc important d'anticiper cette gestion avec une organisation commune entre l'école et les services, bien identifier le qui fait quoi, à quel moment, il y a des nouveaux process à mettre en place. Vraiment se servir du temps du chantier comme un temps d'apprentissage pour les enfants. Alors ça, on n'arrive pas toujours à le faire nous à Paris comme on voudrait, mais je sais qu'il y a pas mal d'autres collectivités qui ont mis en place des démarches comme ça. C'est bien de pas nécessairement mener le chantier, pendant l'absence des enfants, pendant l'été par exemple, et d'avoir des phases du chantier qui se déroulent en site occupé pour que les enfants prennent vraiment la mesure de ce que ça implique ces transformations, fassent connaissance avec les acteurs qui interviennent, rencontrent les ouvriers voilà, qui mènent, ces transformations, les jardiniers qui font les plantations. Voir et ça, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, participe aux plantations, des plantations, euh, comment dire, participative où les enfants sont associés. C'est vraiment une chance de réussite pour la végétalisation de l'école avec un bien meilleur respect des végétaux qui vont être mis en place. Tirer parti de la ressource locale au maximum, ça aussi c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours très bien à faire à Paris, mais c'est un objectif vers lequel on essaye de tendre, essayer de mettre en discussion, enfin de mieux articuler les projets de Coralis avec le travail qui est mené par les bûcherons, par exemple, de la ville, quand il y a des abattages d'arbres, pour pouvoir s'assurer qu'on va pouvoir récupérer les troncs pour les aménagements des cours, etc. Et puis la question de la maîtrise d'œuvre externe pour les projets complexes, ça c'est un sujet aussi, on pourra en rediscuter éventuellement, si besoin. Et puis maintenant, nous, comme on a pas mal de cours aussi, on essaye de faire des visites en fait, au maximum aux équipes qui s'engagent dans les projets pour qu'ils aillent voir des cours transformés, qu'ils puissent échanger avec les acteurs. Au lancement du projet, on a commencé, puisqu'on n'avait pas de cours à Paris, on a commencé par un voyage d'études en Belgique et on est allé voir des cours qui avaient déjà été transformés depuis plusieurs années. Et ça a beaucoup aidé en fait à engager ce projet, à lui donner une dimension beaucoup plus concrète et puis à lever aussi pas mal d'inquiétudes, notamment des gestionnaires des écoles. Voilà, et puis je crois que c'est ma dernière diapo parce que j'ai été un petit peu longue. Quelques retours sur des sujets de réalisation. Donc je vous dis, on a pas mal de mauvais retours sur la mise en place de béton drainant ou enrobé drainant, parce que c'est des vêtements qui finalement sont vraiment pas très adaptés aux cours d'école et qui sont très abrasifs. Donc ça crée beaucoup de bobos au moment des chutes des enfants. Et puis surtout, ils sont souvent mal mis en œuvre, en tout cas pour ce qu'on a vu nous, en particulier les bétons drainants. Donc, on a eu pas mal de problèmes de reprise de chantier pour des soucis de mise en œuvre. Et l'entretien est assez complexe, surtout dans des cours où il y a des arbres, puisque toutes les matières organiques en fait viennent assez vite boucher les parties poreuses et le revêtement perd ses qualités drainantes. Donc, ça complexifie pas mal l'entretien. Donc, nous, on a vraiment supprimé des projets, tous ces revêtements-là, on les utilise plus. Et donc, on travaille vraiment, comme je vous dis, dans un équilibre entre les zones perméables
donc en pleine terre, en copeaux, voilà, paillés et les zones imperméables et on travaille plutôt sur le nivellement des cours pour s'assurer que toutes les eaux, qui ruissellent sur les zones imperméables vont bien pouvoir rejoindre les zones perméables et alimenter, les végétations avec des systèmes, par exemple, de jardins humides, de noues dans les cours qui permettent aussi d'amener de la biodiversité. La question de la mise à distance des végétaux sans pour autant, en interdire l'accès aux enfants. Donc, quand on délimite des végétaux, on essaye toujours d'avoir, des traversées, des passages, enfin vraiment que ce ne soit pas des zones, complètement, et enfin, dans un petit coin de la cour, dans un sous-espace auquel les enfants n'auront pas du tout accès. La question de la typologie des plantations aussi, je vous disais, on choisit plutôt des essences un peu robustes, hein, qui vont pouvoir, voilà, cohabiter avec les enfants, avec la pratique de la cour et puis on aborde aussi les plantations un peu différemment dans les cours d'école. Il faut planter un peu plus densément qu'on le ferait dans un projet, voilà, traditionnel, de plantation. On conserve des zones en sol dur. Surtout à Paris, on a aussi une problématique de pratique du sport. Je ne sais pas comment ça se passe, chez vous, mais pour nous, il n'y a pas beaucoup d'équipements sportifs à proximité des écoles. Donc souvent, le sport est pratiqué dans la cour. Donc il faut vraiment composer avec ces différents usages. Et puis, il y a la question aussi de la propreté des espaces scolaires, en fait, qui est souvent un peu l'inquiétude, qui se pose, quand on met en place ces projets, notamment, exprimés par les agents d'entretien. Donc, ça se travaille par vraiment un changement de pratique des écoles, en fait, donc, c'est des choses qui se réfléchissent en amont et c'est pour ça que cette, phase de co-conception est importante. Puisque, on peut mettre en place des dispositifs, des paillassons, des grilles, on peut réfléchir à, la mise en place de bottes, de chaussons dans les écoles mais après il y a aussi un changement de niveau d'exigence quelque part, hein. On peut aussi accepter que les salles de classe, de toute façon on les nettoie tous les jours, et ben, entre les 2 nettoyages, elles seront peut-être un petit peu moins propres qu'on en avait l'habitude et c'est peut-être pas ça la priorité dans le projet. En tout cas, c'est un des sujets dont il faut discuter. Voilà, je pense qu'après c'est bah, voilà, c'est terminé, c'était ma dernière diapo. Merci Laurence. Alors, est-ce qu'il y a eu du coup, sur ces fameuses écoles pilotes, un changement de positionnement dans le travail que vous réalisez d'habitude en tant que maître d'œuvre? Pas vraiment, parce qu'en tant que paysagiste, de toute façon, déjà, c'est quand même le corps de mon métier. Donc après, une des grosses problématiques, je pense que c'est surtout aussi sur la question des revêtements qui a été évoquée et l'adaptabilité en fait sur le territoire réunionnais où il y a des choses qu'on peut moins envisager que ce qui peut être fait en Europe, par exemple, déjà. Mais après, c'est vrai que de toute façon, je pense que dans beaucoup de projets, notamment, on est souvent beaucoup dans la co-concertation déjà de toute façon, à l'écoute des besoins de chacun. Et donc, il n'y a pas une méthodologie complètement différente. Mais après, le travail que vous avez réalisé vous, sur les écoles pilotes aussi nous a permis quand même d'avoir une belle base en fait, de travail pour déjà après partir de là et pour approfondir aussi les éléments à mettre en place, notamment aussi en termes de technicité pour pouvoir les réaliser derrière. Moi, je n'ai pas particulièrement une expérience sur cette approche-là. Par contre, je souhaite saluer le travail de concertation et de co-construction qui a été mené par les différents partenaires et le CAE, puisque souvent, la problématique qui se pose pour nous, concepteurs d'espace, c'est qu'on a un espace aménagé, mais on n'a pas de demande ou des demandes qui ne sont pas clairement identifiées. Donc, on va dire, bon, bah, vas-y, tu as un espace, là, tu fais un jeu, tu fais un boulot. Et du coup, pour nous, on est toujours à la recherche de moyens de concerter et de nous rapprocher des usagers. Pour cela, ça demande un temps. Je ne sais pas, vous n'avez pas parlé de délai. Pendant combien de temps la concertation a été menée? J'imagine que ça s'est passé pendant des mois, parce qu'il y a du temps de maturation, de digestion des sujets, et puis des choses qu'il faut rebondir les uns et les autres. De ce temps-là, il est indispensable. Et en termes de programmation, je pense que le CAE peut être porte-parole par rapport à différents maîtres d'ouvrage sur le fait avant de lancer l'étude, il y a ce travail préparatoire qui est indispensable et qui enrichit. Enfin, moi, ça me donne plein d'idées. Je me dis, c'est génial de faire parler les enfants, de les faire s'exprimer, parce qu'on sent bien que c'est eux qu'ils ont un rôle primordial en tant qu'usagers. Et puis, ils ont surtout un monde de rêve et un monde de rapport avec la nature qui s'oublient, pour lesquels ils sont coupés par la suite. Donc, c'est essentiel. Je pense que c'est le message que je voulais faire passer.
je voulais intervenir aussi sur la concertation, notamment sur les écoles sur lesquelles on est intervenu. Et puis, il y a certaines écoles qui nous ont consulté, enfin certaines communes qui nous ont consulté également pour intervenir sur des écoles, en faire des cours Oasis, mais sans concertation. Donc pour l'instant, on se bat pour pouvoir concerter avec les usagers, l'équipe pédagogique, l'équipe enseignante et les enfants de ces écoles-là. Ils considèrent qu'en général, et ça, il y a un vrai travail à faire. Je ne sais pas comment on peut le réaliser, mais au niveau des communes, elles considèrent qu'à partir du moment où elles ont eu de la concertation sur des écoles, c'est applicable sur toutes les écoles. On a ce problème-là. Et puis, les communes sur lesquelles on a intervenu, je remercie Petite Île surtout, on s'est vite rendu compte, notamment sur l'école Fleur de Cannes, que la concertation, on a aussi dû mener de la concertation. On a juste fait une séance de concertation à la suite de la concertation qu'avait fait le CIE. Et il y a de nouvelles choses qui sont apparues. L'équipe pédagogique, les enfants et les enseignants et les parents étaient déjà préparés. Donc des nouvelles idées sont apparues. C'est ça qui était intéressant. Il y a peut-être d'autres. La concertation, pour nous, méthodologue, nous permet de resituer en tout cas le vivant au sein du projet d'architecture et de paysage, et de permettre de nous redonner des arguments auprès de notre maîtrise d'ouvrage, qui a forcément d'autres enjeux économiques, techniques, aussi de sécurité avec les équipes pédagogiques. Donc c'est déjà ça, c'est de ramener donc de la faune, de la flore, comme disait Adèle dans l'environnement durable tout à l'heure. C'est comment on se rapproprie ces espaces par le biais du végétal, le vivant. Est-ce qu'on met des ruches, par exemple, dans les écoles? Alors, la notion de dangerosité va arriver avec l'équipe enseignante. C'est plus facile de mettre des poules, hein, c'est vrai. Mais après, tout peut être en cohérence, c'est-à-dire que vous avez un support végétal qui peut être en adéquation avec les abeilles. De plus, de venir avec un support numérique pour filmer les ruches, pour apprendre comment on récolte du miel aux enfants. Donc voilà, ça nous permet de casser la machine à éduquer, en fait, quelque part. Et c'est une vraie pour la maîtrise. Ce que je voudrais apporter aussi, c'est que le gros avantage de cette phase de concertation, ça rappelle aussi qu'un projet, c'est vivant. Comme c'était souligné tout à l'heure, le fait de reconcerter une fois que le projet est déjà entamé, l'esquisse est déjà travaillé, ça fait bien penser qu'on ne va pas avoir un dessin qui va se figer, qu'on va transmettre à une entreprise qui va le réaliser, qui va ensuite le transmettre à une maîtrise d'ouvrage, qui va l'entretenir, et puis on va dire que c'est comme ça a été dessiné comme ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas évoluer. Et le fait d'être dans une école, qui plus est avec des enfants encore tout jeunes et plein d'imaginaire, ça oblige à re-questionner constamment cette question de qu'est-ce qu'un projet. Est-ce qu'on dessine quelque chose en se disant c'est la réponse et c'est la seule et c'est l'unique, ou est-ce qu'on peut se permettre de dire on va expérimenter, on va tenter des choses, comme c'était très bien souligné avec le CIE de Paris, on va se tromper. Mais au final, est-ce que c'est grave de se tromper? Parce que l'apprentissage, c'est avant tout faire des erreurs pour savoir ne plus les faire. Donc vraiment, il y a toutes ces choses à mettre en perspective et encourager cette faculté à se tromper, mais pas à se tromper une fois qu'on a livré le chantier, mais plutôt à se tromper une fois qu'on a dessiné une première chose. On va le reporter dans la concertation, on va se reconfronter, on va revenir au bureau, retravailler et avoir cet aller-retour un peu incessant jusqu'à trouver le bon équilibre pour pouvoir le réaliser et ensuite continuer à l'interroger, mais quand même un peu cette base qui soit posée. Merci beaucoup. C'est vraiment ce qu'on a vécu à travers nos écoles pilotes. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait la temporalité de ce que ça avait représenté pour le CIE de faire ça. Donc, un peu plus de 2 ans et demi de travail sur cette école pilote. Très concrètement, faire de la concertation en amont dans une classe, ambassadeur dans une école, ça peut se faire sur une période très courte, 2 mois à 3 mois. On peut concentrer ça sur 2 mois à 3 mois. Donc c'est quand même bien par rapport au temps d'un projet, le temps des études et le temps d'un projet. Donc ça rentre.
D'ailleurs, sur Saint-André, qui a rattrapé, on va dire, Ombré, parce qu'il n'était pas là au début du projet, le maître d'œuvre était déjà désigné, c'était signé, ça partait, on a fait une pause pendant 2 mois et on a fait la concertation avant de continuer. Donc c'est possible de faire de la concertation dans ce cadre-là. C'est beaucoup mieux si on a anticipé, certes, mais c'est possible de se poser et de faire de la concertation. Pour que ça fonctionne bien, parce qu'il y avait des questions dans des communes dans lesquelles on a fait une fois et qu'on ne refait pas dans les autres écoles, c'est ce que je vous disais dans la matinée, ça ne marche pas. On ne peut pas, ça ne marche pas. On ne peut pas faire de copier-coller d'une expérience sur notre école, même si c'est la porte d'à côté ou la rue d'en face. Ce n'est pas la même équipe que vous avez sur place, ce n'est pas les mêmes problématiques techniques, c'est pas, voilà. Donc on va prendre les enseignements. Ça sert à ça, les expériences qu'on fait, ça sert à ça, ce qu'a fait Oasis à Paris et qui partage très largement avec tout le monde. Ça sert à ça, ce qu'on est en train de faire avec l'École durable à La Réunion, c'est partager les expériences. Oui, on va expérimenter, on va probablement se tromper sur certaines choses, mais on va engranger de bonnes expériences aussi, et on va les partager avec les autres, et on va essayer de les mettre en œuvre dans les écoles. Et ce ne sera pas des recettes copier-coller. Voilà, donc ça c'était pour réagir par rapport à ça. Et pour que ça fonctionne, je vais donner la parole, Laurence, pour que ça fonctionne bien aussi, souvent, les endroits où on s'est senti le plus à l'aise au CAE, c'est quand on avait pu faire de la concertation en amont avec les services de la commune d'abord, pour leur expliquer pourquoi le CAE débarque dans la commune, qu'est-ce qui se passe, voilà, qui on est, comment ça va fonctionner. Ensuite, rencontrer l'équipe pédagogique. Ensuite, lancer la concertation avec tout le monde autour de la table. Et en parallèle, faire avec les ambassadeurs des élèves, voilà, qui sont nos premiers ambassadeurs de l'école. Et c'est dans ce déroulé-là qu'on a eu le meilleur environnement pour pouvoir travailler au sein de l'école. Laurence ? Oui, oui. Alors, j'ai pas tout très bien entendu, mais je pense à peu près les grandes lignes. Je partage complètement tout ce qui a été dit par les concepteurs. La concertation, c'est très long, c'est un travail de longue haleine, donc je pense que c'est important pour eux d'avoir de l'appui, et l'appui du CAE est sûrement bienvenu, puisque voilà, là, nous, on est vraiment en plein dans notre rôle, je pense, quand on met en place ce type de démarche. Mais clairement, oui, le projet, il est vivant, et il est vivant pendant sa phase de conception, mais il est aussi et surtout vivant après, c'est ce que je disais tout à l'heure, après la livraison. Et donc, si les usagers n'ont pas été vraiment pleinement associés, n'ont pas compris pourquoi on met en place ce projet, qu'est-ce qu'on porte avec eux, quelle valeur on essaye de porter, enfin, s'ils n'ont pas adhéré aussi aux changements de pratique que ça va induire et qu'ils les mettent pas en œuvre, ça ne marche pas. Donc, si la concertation, c'est une étape qui est, comment dire, un peu raccourcie ou enfin, qu'on lui donne pas sa réelle valeur, on met pas toutes les chances de notre côté pour que le projet soit un succès. Donc ça, c'est vraiment pour les maîtres d'ouvrage, c'est vraiment un élément à entendre. Et effectivement, ça demande du temps. Il faut commencer par ça, et il faut se donner le temps pour le faire correctement. Merci, Laurence. Alors, on peut peut-être passer aux questions. Donc Aurélie Lallemand, programmiste, justement pour revenir sur le process de la programmation architecturale. Donc justement, la question du cahier des charges qu'on donne dans le cadre d'un concours, pour nous, est fondamentale, et le niveau de ce qu'on va demander pour ce concours-là. Plus la place que va donner le maître d'ouvrage à la concertation, qui pour nous est quasiment inexistante. C'est-à-dire que nous, on dit qu'on veut une co-Oasis, il n'y a pas de problème. Nous, on a 2 mois pour faire l'étude de programmation, et on n'est pas payé pour faire la concertation. Donc c'est un vrai souci. Donc ça nous arrive, et ça va nous arriver là, avec le CAE, beaucoup de chance, on tombe sur des projets où le CAE intervient, donc on sent qu'on va pouvoir croiser les choses. Mais je me retrouve, moi, dans d'autres situations où on sent qu'on a une volonté forte de la maîtrise d'ouvrage, mais nous, on n'a pas le temps ni les moyens de faire la concertation. On est sur des études de programmation beaucoup plus courtes, donc une concertation de 2 ans, c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, j'ai une vraie problématique à me dire jusqu'où je vais dans mon cahier des charges. Alors, ça m'a donné plein d'idées aussi, mais jusqu'où je vais à la fois pour donner des objectifs, parce que c'est des objectifs chiffrés en termes de pourcentage de zones perméables, imperméables. Est-ce que c'est juste des objectifs d'usage, donc c'est des grands principes, ou est-ce que je laisse aussi la créativité du maître d'œuvre derrière? Enfin, voilà, moi j'ai du mal à placer le curseur. On manque de retour d'expérience et des cahiers des charges en fait qu'on pourrait nous intégrer dans nos programmes, on n'en a pas. Et on n'est pas paysagiste non plus, et c'est rare qu'on puisse avoir les moyens d'intégrer aussi
au stade de la programmation. On arrive souvent à placer des bureaux d'études environnementaux, donc on peut avoir aussi quand même un peu là-dessus, mais du coup on a un vrai manque, nous, et on souffre un peu de ça en fait, parce qu'on sent bien qu'effectivement on vous laisse en roue libre sur un programme paysager à l'ISI, et on n'a pas forcément non plus les moyens d'analyser derrière, parce que c'est nous qui analysons les projets dans le cadre du concours. Donc ce qu'on disait tout à l'heure sur les outils pour vérifier que le projet qui nous est proposé au stade concours est pertinent pour la cour ASIS, on n'a pas toujours nous les moyens à EMO de pouvoir les vérifier. Merci. Moi, une petite réponse rapide peut-être sur cette question-là. Je pense que l'étude préliminaire dans la loi MOP, en tout cas sur les aménagements extérieurs, peut apporter des réponses. C'est-à-dire que c'est un temps qui peut être plus ou moins long, pendant lequel le temps de concertation peut prendre pied. Et ça peut, finalement, la question du temps est souvent relative, parce que quand on voit le temps de validation des études, on se rend compte que le temps il est évolutif et qu'il est loin d'être stagnant, ça ne stagne pas. Donc du coup, je pense que la question, ça peut être une piste que d'évoquer un temps d'appropriation dans lequel les usagers sont impliqués. Cette étude préliminaire, c'est vraiment de faire une mise à plat et le moment où il peut y avoir la concertation, si c'est une école ou un collège, si on a besoin des uns et des autres. Si je peux juste rajouter, ce qui me paraît important, c'est que dans ce temps qui peut être sur une période assez restreinte et dense pour commencer la concertation, mais tout l'intérêt pour nous aussi, c'est qu'il y ait une continuité dans le temps et qu'il soit associé à toutes les autres étapes du projet et même à mettre une habitude en place pour que après la réalisation, justement, soit toujours associé. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'équipe pédagogique avec les élèves peuvent participer à la mise en place du mobilier urbain, à des fresques, à des plantations. Plus ils participent et mieux ce sera respecté et entretenu derrière. Un des prérequis des écoles pilotes qu'on avait choisies, parce que nous, le CAE, on n'intervient pas on ne finance pas les travaux, on ne finance pas, nous, on était financé par l'UNRE pour le temps de concertation et pour la mise en place des outils. Mais par contre, ce qu'on avait demandé, c'est que ce soit des écoles dans lesquelles, évidemment, la commune avait prévu de faire des travaux, avait été d'accord d'avoir une vraie démarche de concertation. Et ce n'était pas simplement le temps de la concertation sur les 2-3 mois avant de lancer la phase étude avec l'équipe de maîtrise d'œuvre ou paysagiste qui est derrière, mais c'est la vraie phase de concertation. On ne recevait les gens en concertation que si on était capable de leur dire des dates et de donner des échéances. C'est-à-dire, aujourd'hui, on lance la concertation, on en est là, on a inscrit cette école-là avec tel budget, a priori on devrait l'avoir, on vous dit tout, on est transparent. Voilà le calendrier. On se revoit dans 2 ou 3 mois, on se revoit dans 6 mois avec la phase d'esquisse. Voilà, c'était un lancement de concertation sur du long terme. Sinon, on va créer la frustration. C'est tout ce qu'on fait avec les usagers. Bonjour, alors moi j'ai une question plutôt pour le CAE de Paris. Je suis enseignante depuis 18 ans et en 18 ans j'ai eu le temps de voir beaucoup d'écoles vandalisées, dégradées le week-end par des personnes qui n'ont rien à y faire, qui viennent boire et fumer, et de rendre ces écoles confortables d'un point de vue thermique, plus agréables. Est-ce que vous avez constaté, vous, sur Paris, une augmentation de ces personnes qui viennent y passer leur temps le soir ou le week-end et qui viennent abîmer ce qui a été créé à destination des enfants et des usagers? Pas vraiment. Alors peut-être que les conditions d'accès aussi sont un peu différentes. Vous savez, les modèles d'écoles parisiennes sont assez closes et retournées sur elles-mêmes. Donc peut-être que c'est moins facile d'y pénétrer. En revanche, il y a une vraie volonté de la ville et ça c'est un vrai sujet de débat et de discussion avec les communautés pédagogiques. Il y a une volonté de la ville d'ouvrir ces cours d'école pour d'autres usages sur d'autres temporalités. Mais ce sont des ouvertures encadrées avec un gardiennage. Voilà. L'idée de créer ces îlots de fraîcheur, c'était aussi, puisqu'on a quand même une problématique de partage de l'espace, de mutualisation des espaces, c'était aussi qu'ils puissent bénéficier aux riverains le week-end, en soirée pendant les périodes caniculaires, etc. Donc il y a des expérimentations qui ont été faites avec un certain nombre d'écoles qui sont ouvertes maintenant le week-end,
et du coup les riverains peuvent en bénéficier. Et on n'a pas, c'était vraiment une inquiétude des équipes pédagogiques qu'ils aient à gérer des dégradations importantes et des problèmes de propreté, etc. En pratique, c'est pas le cas. Ça se passe globalement plutôt bien. Il y a peut-être eu quelques petits dérapages, hein, ponctuellement, mais dans l'ensemble, les retours sont quand même assez positifs. Mais c'est pas généralisé, ça se passe pas dans tous les quartiers et c'est pas des ouvertures, libres sans surveillance. Il y a toujours un gardiennage. Donc, c'est pas tout à fait le cas de figure que vous évoquez. Merci, Vincent. Donc, pour les établissements scolaires, école primaire et collège, on n'a pas que l'établissement en lui-même. On n'a pas que la cour, on n'a pas que la salle de classe, on n'a pas que l'espace de restauration. On a les abords, en fait, de l'établissement scolaire. Il ne faut pas prendre la clôture uniquement donc, pour une minute. Et au niveau des abords des établissements scolaires, plus souvent, il y a un problème de logistique, c'est qu'il n'y a aucun préau, il n'y a pas vraiment d'éléments pour la sécurité des enfants. Ils sont soumis à des problèmes solaires, à la pluie aussi. Et là aussi, il faudrait voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler ça sur le prolongement, non pas tant de l'école en elle-même, mais sur les abords après, parce que c'est pas qu'une ville comme une frontière. Et là, l'intervenant, la municipalité, le département, comment est-ce qu'on peut envisager ça? Je vois souvent ça, moi, autour des établissements scolaires, et collège en plus. Hein, bon. Alors, faire partir là-dessus, étaler ça, pas que dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Donc je pense que comme tous les confrères concepteurs, plus on nous donne de moyens, plus on va prendre d'espace. Malheureusement, le projet il a toujours une réalité qui est l'économie. On doit opérer des choix. Donc, pas forcément tout le temps, mais sur 4 petites lignes, il y a quand même une réflexion sur justement cette séquence d'entrée, de pouvoir s'abriter du soleil, s'abriter de la pluie. C'est la même chose qui se pose sur le réaménagement de l'école de la possession, l'école de la Possade. Donc il y a quand même aussi ce travail de comment est-ce qu'on peut étirer la question de la protection, et sur la question de la limite, comment est-ce qu'on peut estomper cette notion de limite. Et tout à l'heure, le mot carcéral qui était utilisé pour parler des cours, qui était dit d'ailleurs par le monsieur Positil, et c'est vraiment comment est-ce qu'on vient estomper cette chose-là, et comment par le travail de la plantation, le travail aussi de la clôture en soi, parce qu'une clôture, c'est pas forcément une délimitation néfaste et méchante. Une clôture, ça peut être aussi un vrai outil, un vrai dessin. Quand on parle du barreau réunionnais, il y a quand même un certain art dans la manière de faire. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui est à mener, et qui en tout cas est une réflexion sur laquelle on se penche dans le cadre des cours de l'école durable. Et après, encore une fois, c'est quel argent on décide de mettre aussi dans un projet, quelle priorité on décide de mettre sur un projet, parce qu'à un moment, on n'a pas forcément aussi tout l'argent dont on aimerait disposer. Donc voilà, après, c'est aussi toutes ces questions de priorité, et puis une question de phasage dans le temps aussi. Parce que quand on parlait de la temporalité de la vie du projet par la suite, est-ce que on ne livre pas le programme le plus urgent, le plus impératif dont on a un besoin réel là sur l'instant, et puis peut-être que quelques années plus tard, on va programmer la suite de l'aménagement de ce programme, et qui peut ensuite faire boule de neige sur la voirie, la rue, les parkings, le bâtiment à côté. Il y avait la question tout à l'heure sur l'usage entre une résidence senior qui sera à côté, plus l'école, on peut aller très loin après. Mais après, je pense qu'il y a aussi une question de priorité et de temporalité dans ces questions. Pour reprendre la notion d'usage qui est en train d'évoquer, les architectes, les maîtres d'œuvre, les concepteurs, il faut que l'usage ne soit pas sur une valeur purement restrictive d'ergonomie. Il faut que d'abord, ce soit une démarche globalisante. C'est-à-dire qu'auparavant, nous devons faire une étude urbaine, regarder les enjeux extérieurs du projet, par les liens, les cheminements doux, les cheminements routiers, les ensoleillements, là où tombe la pluie, la direction de la pluie, la force du vent, tous ces enjeux. Donc, fait le lien également. Et pour le projet de Saint-André, il était évident que nous devions avoir une zone alors j'appelle ça de préhabitation, mais c'est pas forcément le bon terme, de pré-projet pour accueillir l'enfant,
et aussi venir accompagner le projet avec la mise en place d'un préau, une coursive qui va venir desservir toute l'école, qui va mettre à l'abri, il pleut beaucoup à Saint-André, qui va mettre à l'abri des parents mais aussi des enfants, qui est aussi une résultante d'une liaison douce depuis l'analyse urbaine, et qui est aussi une analyse du facteur solaire, c'est-à-dire de l'ombre projetée. C'est-à-dire que cet élément ne va pas créer de l'ombre projetée sur les existants, de pas déjà vivre dans l'ombre de son voisin. Oui. Donc ça doit être très globalisant et ça ne doit pas être uniquement restrictif à l'ergonomie de l'usage pur et dur. L'usage, quand je parle d'usage, il doit être globalisant, même en allant sur des champs environnementaux. Voilà. Le CAE est parti déjà sur ce type de concertation. Moi, ils ont fait appel. Oui, donc je disais, le CAE est déjà parti sur ce type de concertation. Il voit des établissements scolaires, il est en contact avec l'administration, les élèves aussi, pour qu'eux-mêmes voient au niveau urbanistique tout autour, mais sur la ville, comment ça peut se passer, ça. Pas que l'établissement scolaire. La ville en elle-même, les établissements publics, le privé, et comment est-ce qu'il peut y avoir un lien au niveau de tout ça, entre le bâtiment scolaire et tout autour. C'est déjà ne pas lier les ondes douces, les cheminements courts, préserver les circulations piétonnes que les enfants empruntent pour aller à l'école. C'est d'essayer de les protéger, de les mettre en lumière pour que le maître d'ouvrage, la mairie, en prenne bien conscience qu'il y a des enfants qui vont circuler là. C'est ce lien entre... Voilà. Je vais en profiter pour essayer que Laurence soit encore un peu avec nous, pour essayer de partager un petit peu l'expérience de Paris. Laurence, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que pour tout ce que tu nous as présenté, et on l'a vu, c'est vraiment magnifique, on a vraiment profité, nous, le CAE de la Réunion, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez pu partager, ça nous a vraiment aidé dans les concertations. D'avoir tous ces petits films, de pouvoir montrer des écoles déjà réalisées, des paroles d'enseignants. D'ailleurs, on ne l'a pas fait ce matin parce que le temps a été compté, mais allez sur le site du CAE de Paris et vous verrez toutes les vidéos et vous verrez les expériences qui ont été faites. Alors certes, ce n'est pas le même climat, mais là, ce n'est pas une question de climat dans les écoles, c'est vraiment une question de posture et de démarche de projet. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de voir ce qui a déjà été fait. Et donc je disais, avec tout ça, tout n'est quand même pas dans le meilleur du monde, et donc du coup, il y a quand même des difficultés que vous rencontrez par rapport à la mise en œuvre, on va dire, de ces écoles-là. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les équipes techniques? Je pense que pour le moment, on a sous-estimé l'importance de l'accompagnement, de la préparation du partage des tâches sur la gestion. Je le signalais comme un point vraiment important. C'est central et ça n'a pas été... voilà, la ville s'est lancée vraiment à corps perdu dans ce projet avec beaucoup d'énergie, en ayant vraiment la volonté d'aller assez vite. Et donc, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas crantées, notamment peut-être avoir les marchés ad hoc pour le réassort des matériaux meubles. Par exemple, vous avez vu, on a mis beaucoup de revêtements de sol en paillage, en copeaux de bois, etc. On n'était pas forcément tout de suite prêt, outillé pour pouvoir assurer la maintenance ensuite de ces espaces-là avec les bons marchés publics qui permettaient de passer les bonnes commandes au bon moment. Donc, c'est important d'avoir voilà, ce cadre-là établi en amont. Et puis, après, je pense que l'autre erreur aussi qui a été commise, c'est de ne pas avoir privilégié toujours en priorité les écoles qui avaient envie pour démarrer les projets. Ça devrait être le premier critère de choix selon nous. Et ça ne l'a pas toujours été à Paris parce qu'il y avait aussi d'autres enjeux politiques forcément, d'état des sols de cours et de besoins de travaux, d'état des réseaux et de besoins de travaux, enfin, voilà, qui ont fait qu'on est parfois allé mettre en place des projets Oasis dans des cours où les équipes n'étaient pas complètement partantes. Et en fait, il y en a tellement qui le sont il y a tellement à faire que voilà, on devrait pour le moment, pour vraiment embarquer tout le monde, commencer en priorité dans les sites où les équipes ont envie, parce que c'est elles qui vont faire vraiment le succès du projet. En fait, si elles s'en saisissent pas, si elles changent pas leur pratique, si elles continuent à aborder la cour
transformer comme elle le faisait dans la cour d'avant, ça ne marche pas. C'est pas le même mode de gestion des espaces, c'est pas le même mode de pédagogie. Il y a vraiment tout un projet pédagogique à développer autour. Il faut que la cour, elle devienne, enfin, disons, tout ce qui va être amené dans cette cour-là, tout le vivant qui va être amené dans cette cour-là, il faut qu'il trouve sa place dans les enseignements pour que les enfants s'en saisissent, le respectent, se l'approprient, l'entretiennent, et cetera. Et puis, toutes les routines aussi de vie de l'école, elles doivent être transformées autour de ce projet-là. Enfin, c'est un vrai projet commun à mener entre la collectivité et l'établissement. Donc c'est ça le point de départ et c'est ça qui fait que dans certains établissements à Paris, ça ne marche pas. Voilà, il faut réintervenir, il faut venir replanter parce que les plantes n'ont pas résisté, il faut, et puis alors l'autre gros point d'alerte aussi, auquel on est confrontés nous, je ne sais pas si c'est un sujet aussi, auquel vous pouvez être confrontés, c'est la qualité des sols et le fait qu'on n'a pas été assez vigilant sur, la qualité des terres qui ont été mises en place, par les entreprises et ça, c'est une condition de réussite aussi centrale du projet, auquel il faut être vraiment très, très attentif. Merci Laurence. Merci. On a parlé beaucoup sur le végétal, un peu sur l'animal aussi, mais très très peu sur l'eau. Comment vous, professionnels, même des enseignants, comment on peut ramener l'eau à travers des projets dans une école? En fait, c'est le travail aussi de démos infiltrantes, enfin des mots en fait dans les gestions des eaux pluviales, et qui permettent déjà de ramener de toute façon l'eau sur la parcelle, cette grande problématique et thématique de la gestion à la parcelle en fait des eaux pluviales, qui permettent, il y a deux fonctions, il y a une fonction technique qui permet l'infiltration sur site, et après il y a aussi une question esthétique, pédagogique, on peut mettre en place tout un système, et par exemple, nous qui connaissons un climat où on va avoir des fortes pluies, puis après des temps beaucoup plus secs, l'aménagement peut être utilisé des deux façons. En fait. Quand il est sec, les enfants peuvent s'amuser avec, et quand il est en eau, ça leur permet de regarder et de voir ce qui s'y développe, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, il y a des petites installations qui peuvent être plus minimes, où ça peut être vraiment... tout à l'heure, on parlait d'écluses et montrer le cycle de l'eau. Voilà, ça peut être des petites choses après plus ponctuelles qui sont construites, avec les enfants aussi, pour pouvoir leur montrer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, le travail de paysagisme inclut beaucoup cette question de gestion des eaux pluviales. Et finalement, à partir de ça, après, il peut y avoir même des petits, pourquoi pas des micro-bassins de rétention qui peuvent être mis en place sur des sites qui sont particulièrement compliqués à ces niveaux-là. Donc voilà, c'est déjà une réponse qu'on peut apporter à ça. Merci. On a des exemples dans les Oasis de Paris avec en circuit fermé de récupération de pluie sur les toitures et ça coule dans des petites rivières qui traversent la cour et puis quand il y a de l'eau, il y a de l'eau dans la rivière et quand il n'y a pas d'eau, on apprend aussi que le cycle de l'eau, c'est ça. Vous pouvez voir ça dans les films. Je peux peut-être apporter un petit témoignage qui vient de l'Europe. Parce que là, on parle beaucoup d'un cours unique. Et l'année dernière, mon fils il était scolarisé en Lettonie. Et bon, ça, c'était pour la maternelle. Peut-être c'est peut-être spécifique pour les enfants qui sont un peu plus petits, mais les cours étaient fragmentés. Et je pense que quand c'est fragmenté, c'est peut-être un peu plus simple à gérer. Et chaque cours, il a sa identité. Et il a vraiment cette appropriation de l'espace. Donc les enfants, ils savent que ça, c'est notre cours. Et ça veut dire que les parents aussi. Et une fois par an, ils font des travaux dedans. Donc il y a les parents qui sont invités pour faire les travaux ensemble. Et il y a même des petits projets qui peuvent faire appel à des petits financements pour créer des structures, des cabanes. Donc c'est pour dire que peut-être il faut qu'on voit différents modes des fonctionnements. C'est peut-être pas toujours juste un cours unique pour tout le monde qui est difficile à gérer. On a aussi pensé à la végétalisation des façades. En plein nord, on sait qu'on va diminuer de moitié la température surfacique et de diviser par 2 aussi les apports caloriques. Donc ça a aussi un intérêt d'avoir une végétalisation en façade. Et bien sûr aussi l'intérêt d'avoir une végétalisation en façade. Est-ce que vous savez, on a atteint un peu la fin de notre matinée, on a préféré
préféré déborder un peu et vous donner la parole, profiter de la présence du CIE de Paris. Du coup, il n'y aura pas la présentation du projet COCO juste après, mais vous aurez tous les renseignements à votre disposition. Il y a une plateforme qui a été créée pour tous les projets qui ont été financés dans le cadre de Ombré, ça s'appelle Pergola. Et vraiment, je vous invite à rejoindre cette plateforme-là parce que vous êtes tous la majorité d'entre vous des professionnels du cadre bâti, et donc ça vous intéresse de voir ce qui est sorti sur ce projet-là. L'objectif, c'était bien de lancer le projet École durable, de mettre à disposition cet outil numérique. Le CIE va garder la gestion de l'École durable en termes numériques et le portail. Donc, on vous invite, ceux qui sont présents aujourd'hui, mais faites passer le message aussi. On aimerait bien avoir un référent en commune pour pouvoir nous parler des écoles durables et pouvoir échanger et pouvoir compléter notre portail de vos expériences. Donc ça, c'est déjà un premier appel qu'on fait vers vous. Et ensuite, on est en train de conventionner en ce moment avec d'autres communes qui n'étaient pas des communes pilotes, avec des communes qui étaient déjà pilotes. Donc on continue d'intervenir sur la commune de Saint-Paul. On va continuer d'intervenir sur la commune de Saint-André et on intervient pour la première fois sur la commune de Saint-Benoît. Donc, alors, il va falloir qu'on s'équipe un peu peut-être en termes de personnel au CIE si on peut intervenir chez tout le monde en même temps. Mais voilà, on essaye de se mobiliser, on reste sur le sujet. Donc, du moment qu'il s'agit de la concertation, de mettre en place ces démarches, de porter l'expérience qu'on a eue à travers École durable, on peut le faire avec n'importe laquelle commune. Et d'ailleurs, comme le disait M. Lopez, on va transmettre cette expérience-là aux autres CIE des autres normes qui vont répondre à Ombré 2 et qui vont essayer de mettre l'école durable sur leur territoire à eux. Voilà, donc on va accompagner Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe pour ça aussi. Un grand merci à Laurence d'avoir accepté d'être via la visio avec nous. On va clôturer la matinée de cette première rencontre des écoles durables. On espère faire en format de biennale. Donc on aimerait bien vous retrouver dans 2 ans avec des projets réalisés, avec des expériences à partager. Voilà. Donc on vous invite à continuer à venir vers nous, même si ce n'est pas à travers des conventions de concertation, mais au moins de nous faire remonter les projets que vous avez de votre côté et qui peuvent être partagés avec tout le territoire de la Réunion, parce que la grande difficulté des communes, c'est de pouvoir partager avec ses collègues d'à côté. Voilà, on n'est que 24, ça doit pouvoir se faire. Merci beaucoup à tous, et puis on vous invite à aller déjeuner. Merci.